Daryl Rowe arriving at court this morning, ready to take the stand for the first time. A nasty, angry individual who carried out a cynical campaign. He deliberately infected his gay lovers with HIV and then... Daryl Rowe taunted and abused his partners after passing on the virus. En 2018, Daryl Rowe fait la une de l'actualité. C'est le premier citoyen britannique à être incarcéré pour avoir délibérément transmis le sida à d'autres hommes. It is an extraordinary case. Did we learn any more about Rowe's motive? No, we didn't. That remains a mystery to everybody except for Daryl Rowe himself. Les médias ne s'intéressaient qu'à Daryl Rowe. Moi, je voulais en savoir plus sur les hommes qui l'a manipulé et raconter leur histoire. Ces 5 victimes ont accepté de parler ouvertement pour la première fois devant des caméras. Daryl Rowe, ça vous évoque quoi? Il est pathétique. Il est tordu, ce type. Diabolique, en fait. Ça m'évoque des regrets, de la honte. Ça me gêne d'en parler. Un pervers de la pire espèce. Quand j'ai rencontré ces hommes, ils se posaient tous la même question. Pourquoi? Vous allez découvrir leurs histoires et comment j'ai tenté de leur apporter des réponses. Salut Daryl, ça va? Bien. Charlotte est avec moi. D'accord. Et elle aimerait te poser quelques questions. Ok. Bonjour. Bonjour. On a 10 minutes, c'est ça? Oui, 10 minutes. Je vais aller droit au but alors, Daryl. Je pense que ce sera plus simple. Pas de problème. Comment avez-vous connu Daryl? Alors, tout a commencé au cours de la première quinzaine de juillet 2015. J'ai reçu des messages de lui sur une application de rencontre gay. Je l'ai reconnu tout de suite. Je l'avais déjà vu en ville. On fréquentait la même salle de sport. Il me plaisait, il était beau gosse. Il était très sexy. Et ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. À l'époque, je n'avais aucune raison d'en douter. Au début, j'ai cru que c'était un Italien. Ça m'a plu tout de suite son teint mat, comme s'il était bronzé. On a décidé de se voir. J'étais super content d'aller chez lui. Simplement pour apprendre à se connaître et plus s'y affinité. Je n'aimais pas beaucoup le quartier où il habitait, mais quand il m'a ouvert, il m'a fait bonne impression. Il m'a invité à entrer. C'était un homme très sympathique et poli. Sa porte était ouverte. Il m'avait envoyé un texto qui disait « Entre, je t'attendrai ». Il était assis sur le lit. Il était assis sur le lit et il m'attendait. On a discuté pendant 2 ou 3 heures, puis on est allé dans sa chambre. Il n'avait pas de préservatif, mais ça ne nous a pas empêchés de coucher ensemble. Il a été très direct. Il m'a fait comprendre qu'il avait envie d'avoir des rapports non protégés. Je lui ai demandé s'il était sûr que c'était son danger. Il s'empressait de me rassurer. Mais oui, t'inquiète pas, sois pas parano. Je lui ai demandé de mettre un préservatif. Et j'ai cru qu'il l'avait fait. Quand on a eu terminé, j'ai regardé sur le lit et je n'ai pas vu de sperme à l'intérieur du préservatif. Je lui ai dit « Tu l'avais bien mise, la capote ?» À ce moment-là, il était debout à côté de la fenêtre. Il a rejeté ses cheveux en arrière et m'a répondu « Ah, je suis encore tombé sur un parano ?» Oui, je l'avais mise.
Je l'ai cru. J'ai arrêté de me poser des questions. On a discuté pendant un bon quart d'heure. Il m'a montré une vidéo qui le faisait rire. Puis j'ai pris congé et je suis parti. Finalement, j'ai passé la nuit chez lui. On a veillé ensemble pratiquement jusqu'au matin. J'aurais été très heureux de continuer de le voir, que ce soit comme ça, juste pour s'amuser, ou éventuellement pour sortir. Quand je suis reparti de chez lui, une fois dans le bus, j'ai regardé si j'avais des nouveaux messages. Comme il avait vu mon statut indiquant que j'étais en ligne sur Grindr, il m'avait envoyé un message et il avait l'air très énervé. Du genre, comment tu peux être à nouveau en ligne alors que tu viens juste de partir de chez moi? T'es qu'une sale traînée. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai coupé court. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis dit que cette nuit resterait juste un bon souvenir. Dans les jours qui ont suivi, il m'a envoyé de nombreux messages en me demandant si ça m'avait plu. Il m'a aussi appelé plein de fois. Mais quand je décrochais, il ne disait rien. Il ne prononçait pas un mot. Une semaine plus tard, il a carrément craqué. Il m'a envoyé une succession de plusieurs textos assez courts, notamment un qui disait « T'es qu'un sale enfoiré, ah 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 ». Et aussi, au fait, j'avais retiré la capote. Il avait aussi rajouté plusieurs emojis, vous savez, ceux qui pleurent de rire. Il m'a envoyé un texto disant qu'il était séropositif et que sa charge virale était très élevée. J'étais complètement sous le choc. Je lui ai renvoyé un texto très courtois pour lui dire que c'était pas très sympa de dire ça à quelqu'un et de me confirmer que c'était un mensonge. Et il ne s'est pas manifesté pendant un certain temps. Puis il m'a envoyé un texto qui disait « C'est frustrant », comme pour faire allusion au fait que j'avais pas répondu à ses messages. Et puis, il m'a bloqué. Je n'ai eu de ses nouvelles que pratiquement un mois plus tard. J'étais sorti boire une bière avec mon patron après le boulot. Tout d'un coup, j'ai reçu un message de lui qui disait « J'espère que tu as apprécié les 4 charges que je t'ai envoyées. Au fait, j'ai le sida. » Et il avait rajouté un smiley. Je me suis simplement dit qu'il mentait, parce qu'il m'avait laissé dans l'expectative juste après le tout dernier message. J'ai cru qu'il avait inventé tout ça, qu'il me faisait, vous savez, une blague puérile. J'ai l'impression que Daryl Rowe se servait de ces textos pour torturer ses hommes. Mais c'est le timing qu'il choisissait pour les envoyer qui est particulièrement pervers. De nos jours, une personne qui pense avoir été exposée au VIH peut prendre un traitement médicamenteux pour tenter de stopper la progression du virus. Mais il faut le prendre dans les 72 heures. Et quand Daryl Rowe a prévenu ses hommes, il était déjà trop tard. J'ai voulu en savoir plus sur Daryl Rowe. J'ai découvert qu'il a été placé dès sa naissance et j'ai réussi à retrouver ses parents adoptifs qui se sont occupés de lui dès l'âge de 8 ans. C'est la première fois que Jackie et Harry parlent de leur fils devant des caméras. Et le portrait qu'ils font de lui plus jeune n'a rien à voir avec celui qu'il est devenu. Il était très affectueux. C'était facile d'aimer Daryl, parce que ça lui avait tellement manqué et qu'il avait tellement envie qu'on l'aime. Il nous a demandé s'il pouvait nous appeler papa et maman. Je lui ai dit, bien sûr. Tu peux nous appeler papa et maman si tu veux. Évidemment, j'étais très fière que Daryl soit aussi sociable avec les amis et la famille. Quand il était jeune, les gens l'aimaient énormément. Il était très populaire. Il était de bonne compagnie. Il mettait les gens à l'aise quand ils venaient à la maison. Il leur offrait du thé.
C'était un garçon vraiment adorable et très attentionné. Et dire qu'il aurait délibérément contaminé des hommes avec le virus du sida, c'est absolument inconcevable. Daryl n'a aucune excuse pour la façon dont il s'est comporté. Dès que j'ai reçu ces messages, j'ai essayé de prendre un rendez-vous le plus tôt possible pour aller faire le test du sida. Je suis allé au centre médical pour mon bilan de santé habituel. Et quand j'ai montré le message que j'avais reçu au médecin, je l'ai vu se décomposer. Il avait déjà vu d'autres messages de ce genre. Il m'a dit qu'il était tout à fait possible que Daryl m'ait contaminé. Il m'a fait une prise de sang avec résultat dans les 24 heures. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert une bouteille de vin et j'ai passé 24 heures à me torturer l'esprit. Je tournais en rond, je ne pouvais penser à rien d'autre, sauf au fait que ma vie risquait d'être bouleversée le lendemain soir. J'ai reçu un appel de la clinique me demandant de venir ce jour-là. Je savais qu'ils vous appellent uniquement quand le test est positif. Il y a eu un gros blanc et je me suis mis à trembler. J'ai dit « Est-ce que le test est positif ?» L'infirmière au bout du fil a répondu « Oui, il est positif. » J'étais en état de choc. J'arrivais pas à y croire. Je suis allé chercher mes résultats à la clinique le lendemain. J'ai revu le même médecin que la première fois et il n'a pas tourné autour du pot. Il m'a juste dit « Le résultat est négatif ». Inutile de vous dire que ça a été un immense soulagement. Hi guys. This is my first attempt to making my YouTube video. I'm vegan. I'm very passionate about treating my body well. You are what you eat. And there's many things that I do that many people might think that, oh, that's weird, that's not right. I don't drink, I don't smoke, don't do anything like that. Dans cette vidéo, Daryl Rowe décrit son mode de vie très sain. Il l'a posté quelques jours seulement après avoir été diagnostiqué séropositif. Il n'en a parlé à personne, même pas à sa famille. Il a refusé le traitement médicamenteux contre le VIH. Pris de façon régulière, il peut empêcher la transmission du virus. Au lieu de ça, il buvait sa propre urine, un soi-disant remède dont il a entendu parler sur Internet. Je me suis demandé comment il pouvait être à ce point dans le déni concernant sa santé et le cacher même à ses parents adoptifs. Il avait toujours essayé de manger sainement. Le genre d'alimentation recommandé par les médecins. Quand je voyais ce qu'il mangeait, je me demandais comment il faisait pour n'avaler que ça. Toutes ces graines, des graines de courge, des graines de tournesol. On ne savait pas que Daryl était séropositif. On l'a appris quand son avocat nous a contactés. Si j'avais su, je l'aurais attrapé et traîné à l'hôpital pour qu'il voie un médecin. Mais il ne nous avait rien dit. On n'était pas au courant. Daryl doit avoir 9 ans environ sur cette photo. Il allait sur ses 8 ans quand on l'a pris chez nous. Et il est resté pratiquement jusqu'à ses 19 ans. Il avait déjà été placé dans plusieurs familles avant d'arriver chez nous. Mais là, il était très heureux, parce qu'il savait qu'il pourrait rester avec nous jusqu'à l'âge adulte, s'il le voulait. C'était son choix. Donc il savait qu'il pouvait enfin poser ses valises. Mais c'était un enfant anxieux. Quand Daryl est arrivé chez nous, il avait 120 poupées Barbie. Je me souviens que chaque soir, on devait donner son bain à Daryl et ensuite donner un bain à toutes les poupées, les coiffer, etc. Franchement, c'était une véritable mission.
Je me rappelle toutes les réunions de présentation quand on allait chercher Daryl et qu'on le ramenait à la maison. On était très angoissés. C'était la première fois qu'on recueillait un enfant chez nous. On voulait que Daryl nous aime. On avait peur qu'il nous rejette. Dès le début, on était déterminés à tout faire pour que ça marche. C'était mieux pour Daryl de rester dans la même famille jusqu'à l'âge adulte. Il avait besoin de stabilité parce qu'il avait eu une enfance difficile. Je crois que je l'ai toujours considéré comme mon propre fils. Quand il est arrivé chez nous, il avait plusieurs cicatrices sur le corps. Et il s'était même ouvert le crâne une fois. Il nous a raconté qu'on lui avait renversé du thé ou de l'eau bouillante dessus. Il avait vécu beaucoup d'expériences traumatisantes dans son enfance. C'est franchement pas le meilleur départ dans la vie. Dès que j'ai su que j'avais été contaminé, j'ai compris que je devais le dénoncer. C'était quelqu'un de dangereux. Et il fallait le mettre hors d'état de nuire. J'ai donné l'adresse et le numéro de téléphone de Daryl aux policiers. Évidemment, je leur ai aussi fourni des copies d'écran des SMS qu'il m'avait envoyés. Je leur ai fait une description de son appartement et aussi de son apparence physique. On est alors en octobre 2015. Avant que la police puisse l'interroger, Daryl Rowe s'est déjà réfugié à Brighton. La police écossaise a beaucoup de mal à le localiser. Il n'a pas communiqué sa nouvelle adresse, il n'a pas de compte bancaire et il a changé de numéro de téléphone portable. Mais il se sert toujours des mêmes applications de rencontres. Je suis allé sur Grindr et j'ai commencé à chatter avec un certain Daryl. On s'est échangé des photos et il était très insistant sur le fait qu'il voulait avoir des rapports non protégés. Je lui ai très clairement dit qu'il n'en était pas question et que je ne le ferais jamais. Il n'arrêtait pas de remettre ça sur le tapis. Alors à un moment, j'ai décidé de l'ignorer. Évidemment, il a continué à m'envoyer des messages. Il me disait « Bon, d'accord, c'est pas grave, on fera comme tu veux. » Et un jour, il a débarqué. Je m'y attendais absolument pas. Je savais pas quoi faire. J'ai mis un temps à me décider. Finalement, je l'ai laissé entrer. C'est ce qui a décidé de mon sort. Quand je repense à ce moment précis, je me dis que j'aurais jamais dû lui ouvrir la porte. Daryl a tenté de me pénétrer sans préservatif. J'ai été obligé de le repousser brutalement. En gros, je lui ai dit que c'était pas ce qui avait été convenu entre nous. Ensuite, je me suis montré très ferme. Je lui ai dit, si tu refuses d'en mettre, tu t'en vas. Voilà la porte. Sors de chez moi. Je ne comprends vraiment pas comment il a pu faire pour déchirer le préservatif sans que je m'en rende compte. Je lui faisais confiance. J'avais une totale confiance en lui. Je lui ai donné le préservatif en lui disant de le mettre. Ensuite, j'ai aucune idée de ce qu'il a pu faire avec. Absolument aucune idée. Après ça, la situation a pris une étrange tournure. Dans certaines conversations par messagerie instantanée, il s'est montré très possessif. Il était aussi très blessant concernant mes origines. Du style, c'est toujours pareil avec vous les Américains, vous êtes vraiment tordus. Ce genre de choses. Il n'arrêtait pas. Et je lui demandais, mais pourquoi tu es aussi désagréable? Il était limite odieux, franchement. À ce moment-là, je me suis dit que c'était pas un type bien. Alors je l'ai bloqué. Et puis le mercredi suivant, j'étais seul chez moi. Mon portable a sonné, et quand j'ai décroché, une voix m'a dit « Comment oses-tu me bloquer? Espèce d'Américain débile. Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. T'es foutu. J'avais déchiré la capote. C'est un abruti, je t'ai pas raté. » Je me suis dit, c'est une blague ou quoi? Pendant quelques instants, je suis resté perplexe. Et tout d'un coup, j'ai compris à qui appartenait cette voix. Effectivement, il m'a dit, c'est moi, c'est Daryl. Alors je lui ai répondu,
Mais c'est quoi ce délire? Ça va pas de me sortir des trucs pareils? Et puis je lui ai raccroché au nez. Mon portable a sonné de nouveau, j'ai décroché, et il m'a redit exactement la même chose. J'ai déchiré la capote. Je t'ai pas raté. C'est là que j'ai vraiment commencé à paniquer. Environ 2 semaines après avoir reçu le dernier message de Daryl, je suis tombé très malade. Je me sentais vraiment pas bien du tout. On m'a prescrit des antibiotiques, ça a commencé à aller mieux, mais j'étais toujours pas au top de ma forme. Je suis allé à l'hôpital pour me faire dépister pour le VIH, comme je le faisais régulièrement. Quelques jours plus tard, ils m'ont laissé un message et envoyé un texto. Il fallait que je les rappelle pour parler des résultats. Je m'étais déjà fait tester plusieurs fois. Normalement, quand c'est négatif, ils vous préviennent tout de suite. Ils vous disent que tout va bien. Là, ça s'est pas passé comme d'habitude. À ce moment-là, j'ai de nouveau été envahi par cette immense terreur. Je les ai rappelés, et un ami qui était avec moi leur a crié au téléphone « Dites-lui ce qu'il a maintenant, il est mort d'inquiétude !» Et ils m'ont dit « Vous êtes séropositif. » Il m'a pas transmis le virus du sida. En un sens, je fais partie de ceux qui ont eu beaucoup de chance. Mais je me sens un peu coupable, c'est vrai, parce que... Si j'en avais parlé à la police ou à qui que ce soit dès que j'ai fait sa connaissance, quelqu'un aurait peut-être pu lui parler et l'arrêter net, l'empêcher d'agir. C'est ce que je pense. Je suis plus un gamin. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû en informer la police à l'époque. J'ai pas été à la hauteur. Je me suis dit, mais comment j'ai pu être aussi bête? Avoir pensé que je m'étais mal comporté envers quelqu'un, alors que c'était tout le contraire. C'est comme si le ciel vous tombait sur la tête. C'est une sensation d'accablement qui prend le pas sur tout le reste. On a l'impression que sa vie est finie. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, ça y est, ma vie est finie. Je suis allé à l'hôpital le lendemain. L'infirmière m'a reposé les mêmes questions. Elle m'a demandé si je savais qui avait pu me contaminer. C'est là que j'ai pensé à Daryl. Je lui ai dit, c'est drôle, j'ai reçu des appels vraiment bizarres de la part de cet Écossais. L'infirmière m'a répondu qu'elle avait vu 4 autres hommes qui lui avaient raconté quasiment la même histoire. Je l'ai regardé et je lui ai dit d'appeler la police. Je devais le signaler. Le 4 février 2016, Lenny informe la police du Sussex de ce qui lui est arrivé. Shit happens, but I'm angry to find out there could be more people. And what are the chances? Everybody's pointing to this Scottish guy, you know. Il leur fournit ce qui leur manquait, l'adresse où vit Daryl Rowe. Pretty sick. Il nous a dit qu'il allait à Brighton, parce que c'était en quelque sorte la capitale gay du Royaume-Uni, et qu'il aurait une vie qui lui conviendrait mieux là-bas. Il pensait trouver facilement un travail comme coiffeur,
Il avait déjà loué un appartement. Tout se passait apparemment bien pour ce nouveau départ. On était ravis pour lui. On se disait que c'était sûrement ce qu'il y avait de mieux pour lui. On ne se doutait absolument pas qu'il était impliqué d'une façon ou d'une autre dans les crimes qu'on a découverts par la suite. La police du Sussex arrête Daryl Rowe et le met en garde à vue. Les chefs d'inculpation concernent désormais 7 victimes. En perquisitionnant son domicile, les policiers constatent qu'il vit avec un autre homme avec lequel il a eu des relations intimes. En examinant son téléphone portable, ils découvrent qu'il a pris contact avec des centaines d'hommes à travers le pays via des applications de rencontres. Ils doivent tous les informer de la situation. Et un avertissement de santé publique est émis pour alerter le reste de la population. Do you have HIV? No. Have you had a HIV test recently? Not recently, but I was talking to Brian about I had a relationship when I first got here and it was unprotected, so I've not been tested after that. Okay. Is that something for a couple of months. I'm a little bit worried about that, and hearing this is a bit rough. Okay. So what you're saying is a couple of months ago you had a relationship, had unprotected sex. When I first got here. When you first got to Sussex? I was dating somebody pretty quickly, and it got quite intense. Okay. You had unprotected sex with Ben, and you haven't had yourself, and haven't had an HIV test since. No. Okay. So when was the last time you were clean? It probably been 6 months ago, give or take. Daryl Rowe est placé en liberté conditionnelle sous la responsabilité de la police écossaise. Les conditions sont strictes. Il est étroitement surveillé et doit débuter un traitement contre le VIH. Il est autorisé à séjourner chez ses parents adoptifs à North Berwick pendant 3 semaines. Il était soulagé d'être de retour à la maison et de pouvoir rester un peu ici après sa détention. Mais il avait l'air malade. Il n'était pas vraiment en forme. Il ne prenait pas soin de lui et il ne voulait pas prendre de médicaments pour se soigner. On lui a témoigné beaucoup d'affection et on a tout fait pour qu'il se sente bien à la maison. Je lui faisais couler des bains, Harry faisait la cuisine. Il a passé beaucoup de temps avec notre chienne Shadow. Il lui faisait des câlins et se promenait avec elle. Il s'attendait sûrement à aller en prison. Il nous a dit « Je vous ai déçus, toi et papa. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. C'est pas votre faute. » Je lui ai répondu « Tu sais, Daryl, je suis très étonnée parce que tu n'as jamais été quelqu'un de violent. Tu as toujours détesté la violence. » Quand il est parti, il était en fuite. Ça m'a vraiment surprise. Daryl Rowe prend la fuite. Au début, il se cache dans les collines de Pentland Hills, au sud-ouest d'Édimbourg. La police écossaise découvre une tente abandonnée. Ils sont très inquiets quand ils trouvent à l'intérieur des médicaments contre le VIH au nom de Daryl Rowe. Évidemment, s'il ne prend pas son traitement, il y a de nouveau un risque qu'il transmette le virus. Je me suis dit, mais pourquoi diable aurait-il fait ça, étant donné que je lui avais fait comprendre qu'il devait regarder les choses en face. C'est pour ça que j'étais vraiment très déçue par son comportement. Je me doutais que les conséquences seraient très graves. En particulier si la liste de ses délits venait à s'allonger. Comme il a continué ses agissements, je me suis demandé s'il était sincère quand il disait regretter ses actes. Ça m'a vraiment mis en rage quand j'ai appris qu'il était en fuite et qu'il avait rencontré d'autres hommes à qui il avait fait la même chose qu'à moi. Je disais à tout le monde qu'il allait contaminer d'autres hommes et qu'il n'arrêterait pas parce que c'était un psychopathe, qu'il était vraiment dérangé. Quand on pensait à tout ce qui avait pu se passer en Écosse et dans le Sussex, au nombre de victimes potentielles, sans compter qu'il était encore en liberté et qu'il restait introuvable.
En novembre 2016, une chasse à l'homme est lancée dans tout le pays pour tenter de trouver Daryl Rowe. À ce stade, on estime que 22 hommes ont dénoncé ses agissements à la police. En fait, il est parti s'installer à Newcastle, où il utilise un faux nom, Gary Cole. Je m'étais créé un profil sur un site de rencontres gays. Daryl Rowe, qui je crois se faisait appeler Gary Cole, m'a contacté. Il m'a dit que j'avais de beaux yeux. Il m'a dit aussi qu'il avait un faible pour les hommes plus âgés et qu'on lui avait parlé de moi. Il aimait ma façon de m'habiller et de me coiffer. Naturellement, je me suis senti très flatté par tous ces compliments. Au bout de quelques semaines, on s'est vus et notre relation a évolué à partir de là. Physiquement, je le trouvais très attirant et il me plaisait aussi beaucoup parce que c'était typiquement le genre de personne, autant sur le plan émotionnel que psychologique, avec qui je me voyais bien avoir une relation sérieuse. J'aurais peut-être pu tomber amoureux de lui. 3 jours après avoir fait la connaissance de Daryl, il est venu me voir pour me raconter qu'il avait des problèmes. C'était assez tendu entre lui et son ami qui l'hébergeait à Sunderland. Alors je lui ai dit qu'il pouvait habiter avec moi jusqu'à ce qu'il trouve un endroit qui lui conviendrait mieux. Pendant 3 mois, Daryl Rowe et Tom vivent ensemble. Je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de mal. Honnêtement, pour qui il était pratiquement impossible d'aborder un homme et de prendre l'initiative. J'imagine que c'est pour ça que j'ai toujours été assez naïf. Dès qu'un homme me montrait un tant soit peu d'attention, je tombais tout de suite dans le panneau. Au début, ça a été vraiment idyllique entre nous. Tout se passait super bien. Mais très vite, il n'a plus voulu me laisser sortir. Je n'avais plus le droit d'aller où que ce soit ou de faire ce que j'avais envie. Il régentait totalement ma vie. Je ne veux plus jamais que quelqu'un me traite de cette façon. J'avais l'impression d'être en prison. Je ne pouvais même pas regarder les infos à la télé. Un mandat d'arrêt a été émis contre Daryl Rowe. Les polices anglaises et écossaises ont décidé de collaborer et se sont lancées à sa recherche. Leur enquête les conduit sur un site d'escorte en ligne. Un agent de police m'a expliqué sa méthode peu conventionnelle pour identifier le jeune homme. Il a reconnu une photo du pénis de Daryl Rowe, qu'il a reliée à des photos se trouvant dans le téléphone lui ayant été confisqué. Après analyse, le numéro de portable du profil sur le site correspond au domicile de Tom. Le matin de notre arrestation, j'ai entendu les chiens aboyer. Alors bien sûr, je suis descendu pour voir pourquoi ils s'agitaient. J'ai ouvert la porte d'entrée. Une policière se tenait sur le seuil. Elle m'a demandé qui était avec moi dans la maison. J'ai répondu seulement mon compagnon. Elle m'a demandé de le décrire. Je lui ai dit, il fait environ 1m80 et a un accent écossais. Dès que j'ai mentionné l'accent écossais, 2 agents de police se sont précipités dans l'escalier. Le temps que j'arrive en haut, l'un des policiers sortait de cette chambre, juste là. Il a dit, il n'est pas là, où est-il? J'ai répondu, le seul moyen de descendre pour éviter de passer devant nous, ce serait de sortir par la fenêtre. On est entré dans la chambre, elle était vide, et on n'a vu personne non plus dans le jardin. Le policier a essayé d'ouvrir la fenêtre. La fenêtre ne s'ouvrant pas, il a dit qu'il n'avait pas pu s'enfuir par là. Alors je lui ai dit, mais si, c'est juste qu'elle est verrouillée des 2 côtés. Du coup, on a déverrouillé la fenêtre comme ça. Et là, l'agent de police a compris qu'il avait sauté par la fenêtre pour atterrir sur le toit terrasse. Puis, que pour se sortir de là, il avait essayé de sauter dans le jardin de la maison d'à côté. Mais il avait fait une mauvaise chute. Il était tombé sur le dos et s'était brisé une vertèbre. Comment la police l'a-t-elle retrouvé? En mauvaise posture. Ils l'ont retrouvé étendu sur la terrasse, en train de se tordre de douleur, évidemment.
Il ne pouvait plus marcher ou bouger les jambes ou les bras. Il était étendu dans le jardin du voisin. J'ai été arrêté et placé en garde à vue. En fait, j'ai passé plus de 5 heures en cellule. Puis, l'agent de permanence m'a dit que mon compagnon ne s'appelait pas Gary Cole, mais Daryl Rowe, et que j'étais sa dernière victime en date. Il voulait que je fasse le test pour être sûr négatif. Je ne me suis pas senti mieux pour autant. J'avais été manipulé. J'ai l'impression d'avoir subi un viol, qu'on a abusé de moi. C'est comme si quelqu'un m'avait privé de l'un de mes droits fondamentaux. Et sans mon consentement. Depuis, je me bats tous les jours pour essayer de surmonter ça. Je me demande encore comment quelqu'un peut être aussi cruel. J'ai grandi dans un foyer où la vie de famille a été très difficile. Mes parents sont morts du sida dans les années 80. Mon père était toxicomane. Il a attrapé le sida en s'injectant de la drogue et a contaminé ma mère. À l'époque, c'était une condamnation à mort. C'était une période vraiment terrifiante. Je savais que j'allais perdre mes parents. Quand j'étais plus jeune, je me suis juré que jamais de la vie je ne laisserais ça m'arriver. Je ne voulais pas devoir prononcer ces mots un jour. J'ai le sida. Jamais je ne me mettrais dans une situation où je risquerais d'être exposé à ce virus. En avril 2018, Daryl Rowe devient conduite répréhensible et irresponsable en Écosse. 24 hommes se présentent au tribunal pour l'accuser, mais on ignore précisément le nombre de ses victimes. Je pense que depuis 2 ou 3 ans maintenant, depuis toute cette histoire, je vis dans une sorte de léthargie. J'ai l'impression de ne plus être la même personne qu'il y a 3 ans. Je n'apprécie plus les mêmes choses. Même quand j'ai appris que je n'étais pas séropositif, je n'ai pas du tout eu envie de fêter ça. Parce que ça a quand même déclenché toutes sortes de problèmes psychologiques chez moi. J'aimerais redevenir sociable comme avant. Et heureux. J'ai l'impression que tout ça n'est pas terminé. C'est ce que je ressens, comme si j'en avais pas fini avec tout ça. Quand je repense à ce qu'il m'a fait, j'ai l'impression de le voir jubiler, là, dans son coin. Est-ce qu'il serait pas assis dans sa cellule de prison à rigoler tout seul? C'est vraiment le sentiment que j'ai. Qu'il se moque de nous. Je m'attendais pas à ça. Daryl Rowe n'a jamais assumé la responsabilité de ses actes. Après avoir interviewé ses victimes, j'étais bien décidée à recueillir son témoignage. Finalement, il a accepté de me parler de sa prison. Mince. Allô? Salut. Salut Daryl, ça va? Bien, et toi? Ça va. Écoute, Charlotte est avec moi. D'accord. Et elle aimerait te poser quelques questions. Ok. Je te la passe. Bonjour. Bonjour. Au nom des hommes qui ont été contaminés, je me dois de vous demander pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi est-ce arrivé? Alors,
Je crois que j'étais en train de développer une relation vraiment malsaine au sexe. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. C'est à ce moment-là que j'ai appris le diagnostic. Et comme j'étais totalement dans le déni, et que j'étais persuadé que j'arriverais à me soigner grâce à l'urinothérapie, j'ai en quelque sorte utilisé ça comme excuse pour continuer à avoir des rapports non protégés. Je me disais que ça me permettrait de contenir le virus. C'est vrai qu'il m'est arrivé de ne pas utiliser de préservatif alors que mon partenaire me l'avait demandé. C'est ça que je regrette le plus. Dans ma tête, je me disais pas, je suis sûr de ne pas avoir le sida. Mais j'en étais à un stade où j'étais convaincu que je pouvais le maîtriser. Émotionnellement, c'était une période très difficile pour moi. Et je me suis servi de ma séropositivité comme d'une arme pour faire réagir ces hommes. C'était très immature de ma part. Le seul moment où j'ai vraiment pensé au VIH est arrivé plus tard. Je me suis dit, et si je les avais contaminés? Et si l'urinothérapie ne marchait pas? C'est probablement la seule fois où j'ai pensé au sida. Mais pourquoi les avoir provoqués avec ces textos? Oui, chaque fois que je me suis fait rembarrer, j'ai jamais su l'accepter et y faire face. Et j'avais de plus en plus de mal à le supporter. Le plus pénible, c'était quand je discutais ou que je sortais avec quelqu'un et qu'on faisait éventuellement des projets ensemble, mais qu'après, il m'ignorait complètement, sans raison ou explication. À un moment, il y a eu comme un trop-plein. J'en pouvais plus. J'ai craqué et j'ai envoyé ces SMS. Oui, je leur ai dit que j'avais le sida parce que je cherchais à les faire réagir. Et c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit que comme ça, ils me répondraient forcément et puis je suis allé trop loin. Je tiens à dire à ces hommes en Écosse et en Angleterre que je suis vraiment désolé pour la façon dont je me suis comporté. Je m'excuse d'avoir été aussi naïf et aussi irresponsable. Aujourd'hui, ce sont eux qui en souffrent. Le plus important pour moi, c'est que j'espère qu'ils pourront me pardonner un jour. Et qu'ils font tout pour mener une vie heureuse et tourner la page. Je vous repasse, Jackie. C'est moi, Daryl. Hey. Pour parler d'autre chose, devine ce que j'ai reçu aujourd'hui. Quoi? Les DVD que tu m'as envoyés. Ah oui. Tu sais, Cougar Town. Excellent. C'est vraiment hilarant. Nous, on a commencé à regarder Grey's Anatomy. J'adore cette série, c'est génial. Ah ouais. C'est addictif. Vous en êtes où? Parce qu'il y a 15 saisons. On vient juste de finir la 14e saison. C'est vraiment trop bien. Dans certains épisodes, il y a un suspense de dingue. Ils savent comment te tenir en haleine. Tu m'étonnes. Vous avez bien avancé. Moi, j'en suis qu'à... Attends. J'ai regardé les 11 premières saisons. J'adore. Je pense qu'il mérite d'être envoyé en prison et d'y rester. Ce type est une menace permanente. Sa place est derrière les barreaux. J'espère que quelque part au fond de lui, il prendra conscience un jour que ce qu'il a fait était vraiment répréhensible et cruel. Et qu'il ressentira enfin de la culpabilité. Daryl Rowe a été condamné à une peine de prison à vie et est inscrit au fichier national des délinquants sexuels. Les textos qu'il a envoyés ont servi à prouver son intention délibérée de contaminer ses partenaires et de leur nuire. Dans sa déclaration finale, le juge a dit « Les délits pris dans leur globalité sont tellement graves qu'ils justifient une condamnation à perpétuité. Il restera toujours un danger potentiel pour les autres. » Hey. Me voilà. Ça va? Oui, ça va. Comment ça s'est passé? C'était dur.
Pourquoi? Eh bien, le voir enfermé comme ça me fait de la peine. C'est triste. Franchement, je pense que je m'y habituerai jamais. Je me dis que maintenant, quand je verrai Daryl, ce sera en prison. Et si j'arrive à le voir 3 ou 4 fois par an, je crois que ce sera le maximum. Je suis vraiment heureux que les traitements aient fait de tels progrès. Aujourd'hui, on peut vivre avec le sida. Ce n'est plus une condamnation à mort. C'est tout ce que je peux en dire. Quand j'ai su que j'étais séropositif, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Je croyais que j'allais forcément en mourir. C'était trop bête. Qu'est-ce que j'ai été stupide de penser ça, alors que c'est pas vrai du tout. C'est pas le cas. La violence psychologique m'a fait beaucoup plus de mal que d'avoir été contaminé par le sida. Concernant la maladie, je peux prendre un comprimé par jour et vivre tout à fait normalement. C'est vraiment une prouesse scientifique extraordinaire. Je vais aller de l'avant, profiter de la vie et être heureux. On peut la refaire? Excusez-moi, mais oui, bien sûr.